Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à ce webinaire de l'association Don du Souffle. Je m'appelle Olivier Gillet, je suis médecin du sommeil et je travaille au Don du Souffle au Centre Sommeil Ellipse depuis quelques mois. Donc, je vais vous présenter ce webinaire. Je vais commencer par vous présenter l'association donc Don du Souffle qui existe depuis 50 ans à Besançon avec trois principales activités. Le Centre Sommeil Ellipse qui fait donc de la médecine du sommeil des examens. Récemment, nous avons ouvert un pôle pédiatrie avec l'arrivée du professeur Gérard Thiriet, pédiatre médecin du sommeil. Deuxième activité, c'est le pôle de formation Formed, avec les formations DPC, développement professionnel continu, pour les professionnels de santé, et aussi des interventions en prévention pour la santé du grand public. Qu'il s'agisse de sédentarité en milieu professionnel, du sommeil dans les écoles, dans les entreprises. Troisième activité, c'est Capapa Santé, donc c'est pour l'activité physique adaptée. Nous proposons du coup des séances d'activité physique adaptée à différents publics, les patients sédentaires, les patients atteints de cancer, d'obésité, maladie de Parkinson, et également les enfants. Il y a plusieurs projets en cours au sein de l'association, la mise en place de consultations avancées sommeil dans les maisons de santé, la prévention de la santé mentale et le développement de l'activité physique. Comme c'est la rentrée, c'est la bonne occasion de parler du sommeil des enfants et de la scolarité, avec pas mal de changements, voire de bouleversements. Vous pourrez poser des questions dans le chat au fur et à mesure. Nous y répondrons à la fin. Le webinaire sera enregistré et il sera proposé en replay d'ici 1 à 2 semaines. Donc, je vais laisser le professeur Gérard Thiriet commencer. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes de son dans le chat pour qu'on les règle au fur et à mesure. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'aborder avec vous les liens étroits qui existent entre sommeil et école. Donc, comme l'a dit Olivier, c'est la rentrée et en général, les médias s'excitent un petit peu à ce moment-là sur cette question, même si je trouve que cette année, on ne les a pas beaucoup entendus. Globalement, on peut dire qu'ils ont raison, on va voir pourquoi, même si les conseils qui sont préconisés ne sont pas toujours parfaitement justes. Donc, pour justement affirmer ce côté important du sommeil pour l'école, je me suis pas mal basé sur une enquête faite par des organismes au-delà de tout soupçon, qui est une enquête qui est faite au niveau des collèges et lycées chez les adolescents, donc qui concernait, donc c'est l'enquête en classe 2018, qui concernait plus de 1000 classes de collèges et lycées, soit plus de 20 000 élèves, et des taux de réponse de 80% au collège et 70% environ au lycée. Donc, c'est des taux de participation tout à fait significatifs. Alors, que dit cette étude? Sur ce premier graphique, on a en abscisse le nombre d'heures de sommeil. Et on voit les courbes bleu clair sont les courbes qui correspondent aux collégiens et les courbes bleu foncé correspondent aux lycéens. En Poitiers, c'est une étude qui date de 2011, qui est mise en comparaison de l'étude en classe qui est en très plat. Donc, sur cette étude, on voit que les collégiens dorment en moyenne 8h16 par nuit, soit 20 minutes de moins qu'en 2011, et les lycéens dorment 7h19 par nuit, soit 5 minutes de moins qu'en 2011. Si on prend le cut-off de 7 heures, qui est quand même un temps en dessous duquel on peut juger qu'il y a un sommeil insuffisant, on voit que les collégiens sont passés de 7,8% des enfants en dessous de 7 heures à près de 14%, et les lycéens sont passés de 25 à 29%. Ce qui n'est pas très étonnant, c'est que du coup, un collégien sur 3 environ va rapporter être fatigué presque tous les matins et 4 lycéens sur 10. Alors, est-ce grave pour autant? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des études, mais il y a de multiples études qui ont maintenant bien fait le lien entre sommeil et performance, que ce soit des études animales qui permettent de voir la neurogénèse, la synaptogénèse, le développement cérébral qui est perturbé par la privation de sommeil, des études de cohorte sur des élèves en général ou des enfants qui montrent bien qu'il y a une corrélation entre le temps de sommeil et les performances scolaires. On a maintenant des belles études aussi en imagerie, notamment imagerie fonctionnelle, qui permet de voir lors de la nuit, on réactive des zones qui ont donné lieu à un apprentissage dans la journée. Et ainsi, on sait bien maintenant toute l'importance du sommeil
pour la mémorisation. Et même chez l'enfant, il existe aussi des études de privation partielle de sommeil où on montre bien qu'une privation même partielle rend plus difficile l'apprentissage. Au niveau des performances, il n'y a pas tellement de doute. Un mauvais sommeil perturbe les performances de deux façons. Soit, déjà, il faut être bien disposé pour apprendre. Donc, si on est fatigué, si on a des troubles d'attention, on ne va pas bien apprendre. Et ensuite, après l'apprentissage, le sommeil est également important pour consolider cet apprentissage et notamment pour la mémoire. Il y a un lien de cause à effet, il y a donc aussi un effet dose, c'est-à-dire qu'on peut vraiment corréler la dose de sommeil au niveau des performances. Alors, les performances, ce n'est pas tout à l'école. Je pense que pour être bien à l'école, il faut aussi être bien dans ses baskets. Et pour ça, on sait aussi que la privation de sommeil peut jouer sur d'autres facteurs comme la gestion des émotions, comme l'anxiété, la dépression. Et donc, un enfant qui est en privation de sommeil va avoir toutes ses compétences qui vont être altérées, donc risque de passer des moments difficiles à l'école. Alors, donc, un grand nombre d'enfants vont manquer de sommeil. Comment gèrent-ils cette dette de sommeil? Alors, sur ce graphique, on a en abscisse les années scolaires de la 6e à la terminale. On voit en pointillé, ce sont le pourcentage d'enfants qui ont un temps de sommeil inférieur à 7 heures. Donc déjà, oui, pardon, en bleu clair, c'est l'étude de 2011 et en bleu foncé, l'étude de 2018. Donc on voit que pour toutes les tranches d'âge, il y a plus d'enfants qui ont un sommeil insuffisant. Et lorsqu'on regarde la courbe du dessus, on voit la façon dont ils gèrent ce manque de sommeil, ça va être la dette de sommeil. Alors, une façon de gérer une dette de sommeil, c'est d'essayer de récupérer les jours où on peut. Donc, ce sont les jours sans classe. Et dans ce graphique, on a représenté le pourcentage des enfants qui passent plus de 2 heures de plus les jours où ils n'ont pas classe de sommeil que les jours où ils ont classe. Et là aussi, on voit qu'il y a un effet, il y a un effet âge comme pour le temps de sommeil. Et cette dette de sommeil est proportionnelle au pourcentage de sommeil court et il est aussi plus préoccupant chez les filles, notamment au collège. Lorsqu'on regarde ces deux paramètres, temps de sommeil trop court et dette de sommeil, ils sont tous les deux corrélés au fait d'être plus fatigué le matin, ce n'est pas très étonnant, mais également, ils sont corrélés à plus de difficultés à s'endormir le soir, ce qui pourrait paraître étonnant parce que justement, ils sont en manque de sommeil et on va voir que c'est quelque chose qui est très intéressant pour comprendre ce qui se passe. Sur cette diapositive, on voit ce que font les adolescents au moment de se coucher. On ne serait pas très étonné sur ce tableau de voir qu'ils sont plus très nombreux à lire et qu'ils vont plutôt être sur les écrans, que ce soit pour regarder une série, un jeu, Internet, les réseaux sociaux. Et on voit qu'il existe une proportion plus importante des enfants qui sont sur les écrans lorsqu'ils ont un sommeil court ou lorsqu'ils ont une dette de sommeil. Je ne vais pas faire l'affront de vous montrer que les écrans sont mauvais pour le sommeil, on le sait bien. Alors, c'est une des explications. On peut se dire que ces enfants dorment moins parce qu'ils sont sur les écrans, mais on voit aussi en consultation des enfants qui nous disent « mais moi, je vais sur mes écrans parce que je n'arrive pas à m'endormir ». Donc, c'est aussi une réalité. On va voir pourquoi c'est intéressant. Donc, lorsqu'on est à l'éveil, donc on se réveille à 8 heures, on commence à avoir une augmentation de la pression de sommeil. C'est-à-dire que la fatigue va s'installer au fur et à mesure de la journée jusqu'au soir. Ensuite arrive la nuit, on dort et on repart ainsi le lendemain. Sur cette courbe va se rajouter une deuxième courbe qui est le rythme circadien. Comme on a tous des rythmes internes sur 24 heures, notamment ça c'est le rythme de la vigilance qui est propre à chacun. Et donc on passe par un maximum de vigilance au cours de la journée, puis une baisse de vigilance dans la soirée. Il y a ainsi un moment, là j'ai mis un peu avant 24 heures, un moment qui est le moment idéal pour s'endormir, où il y a une grosse différence entre la pression de sommeil et la vigilance. Donc le parfait moment pour dormir. Que se passe-t-il lorsqu'un adolescent décale sa journée, le week-end notamment, il se réveille à midi? On voit que sa pression de sommeil, finalement, n'a pas le temps d'être très, très élevée. Et au moment habituel où la plupart des gens dorment, ces jeunes ne vont pas avoir sommeil. Donc effectivement, ils ressentent mal le sommeil à ce moment-là. Ils vont avoir tendance à se coucher plus tard. Et du coup, évidemment, le lendemain, ils vont avoir du mal à se lever. Donc, ils commencent leur semaine, lorsque c'est le cas le dimanche, ils commencent leur semaine par avoir du sommeil en retard. Parfois, il y a des situations même encore un peu plus sévères, c'est-à-dire c'est l'enfant qui, pendant toutes ses vacances,
se décale ou commence à manquer l'école et à se décaler régulièrement. Et celui-là, petit à petit, va réussir à décaler sa courbe circadienne d'éveil. Et donc, ces enfants-là, on voit, lorsqu'on est un peu avant 24 heures, ces enfants, c'est tous les jours qu'ils vont avoir du mal à se réveiller. Pardon, tous les jours, ils vont avoir du mal à s'endormir parce qu'ils ne ressentent pas le sommeil. Ils vont avoir du mal à se réveiller le lendemain. C'est parfois des enfants qu'on voit en consultation qui sont déscolarisés parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'école, donc des cas parfois très, très sévères. Donc, ce schéma reprend un petit peu justement ce problème de manque de sommeil chez les adolescents. Alors, on a vu pression biorégulatrice, donc on a parlé du retard de phase, qui est justement ce décalage, notamment lié aux endormissements trop prolongés pendant le week-end. Mais on sait aussi qu'avec l'âge, c'est pour ça qu'il y a un effet âge. Plus l'enfant grandit, plus il a une moindre sensibilité à la pression de sommeil, donc il va plus résister à la pression de sommeil. Sur le plan pression psychosociale, c'est des enfants, plus ils grandissent, plus ils sont autonomes pour gérer leur sommeil. Ils ont la pression scolaire éventuellement, si en plus ça se passe mal à l'école, ça va être des préoccupations en plus qui vont les empêcher de dormir. Les écrans, on en a parlé. Et au niveau société, bien que les médecins du sommeil aient fait des rapports indiquant que ça serait bien de retarder un petit peu le moment de début des cours pour les adolescents, on reste à des heures assez précoces. Donc, les enfants sont un petit peu comme les adultes qui courent sans arrêt après le travail en retard, mais eux, ils courent sans arrêt après leur sommeil en retard. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je pense que oui, heureusement. Alors, il y a différents points que je vais aborder. Donc, déjà, valoriser le sommeil. C'est vrai que certains enfants pensent que le sommeil est vraiment du temps perdu. Donc, même si, bon, on en parle, mais je pense que c'est vraiment important de leur montrer, de leur expliquer en quoi le sommeil est important pour eux, pour leur bien-être et pour leurs apprentissages. Ensuite, je pense qu'il faut anticiper ces problèmes de décalage de phase en leur expliquant justement comment ça, comme je l'ai fait là, en quoi ça consiste, et leur expliquer qu'il est beaucoup plus facile de se lever tôt que de se coucher tôt. C'est-à-dire que si on se coucher plus tôt que ce que le corps voudrait, c'est très compliqué. Ce n'est pas par cette voie-là qu'on peut arranger les choses. Il faudrait idéalement anticiper la rentrée scolaire pour resynchroniser le cycle circadien lorsqu'il est décalé. Et idéalement, il faudrait ne pas trop décaler les heures de lever le week-end pour ne pas se retrouver le dimanche soir à être dans l'impossibilité de s'endormir. Bien sûr, il faudrait également limiter les écrans, même si en général, on ne va pas aborder les échanges avec les jeunes par ça, sinon on va vite les braquer. La lecture est vraiment intéressante parce qu'elle permet beaucoup mieux que les écrans de favoriser l'endormissement. Donc, c'est vrai qu'un jeune qui a du mal à s'endormir, la lecture, c'est vraiment idéal pour permettre aux signes de sommeil de se manifester. Et puis, parfois, pour les cas un petit peu sévères, on est obligé de resynchroniser le cycle en utilisant de la mélatonine le soir et puis de la luminothérapie le matin pour essayer de les aider à se recaler correctement. L'autre solution, je l'ai dit, c'est d'avancer progressivement les heures de lever. On peut aussi jouer sur le coucher, mais à ce moment-là, il faut aller dans l'autre sens. Donc ça se fait pour les cas très sévères. On va parfois en hospitalisation. Les enfants vont se coucher de plus en plus tard pour retrouver finalement dans l'autre sens un horaire de coucher raisonnable. Alors bien sûr, est-ce que ce sont simplement là des vœux pieux, hein? C'est vrai qu'on sait que discuter avec les ados de ces sujets, ça peut être un peu compliqué. Nous, parfois en consultation, c'est les parents qui amènent les enfants, un enfant qui n'avait pas forcément envie de parler de son sommeil. Donc ça, il va plus ou moins nous écouter à ce moment-là, même si je pense que c'est quand même souvent plus facile pour un soignant d'aborder ce sujet avec des ados que les parents. C'est devenu en général un sujet de crispation. C'est aussi pour ça qu'on a eu l'idée de faire intervenir Sophie Blin, donc, qui est psychologue et qui voit des enfants de cet âge-là, pour aborder ces problèmes de communication qu'on peut avoir avec les adolescents. Donc, on a vu que le sommeil de mauvaise qualité entraîne des difficultés d'apprentissage. Je pense que ça peut être la cause de difficultés d'apprentissage ou les aggraver. Mais c'est une relation un peu complexe parce que ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un enfant qui a des difficultés à l'école, que ce soit au niveau des résultats ou avec ses camarades, va avoir du mal à dormir. Et en général, les parents qui sont au milieu, il y a un effet cumulatif de ces deux
phénomène, ce sont vraiment des familles qui sont très en difficulté et qu'il faut pouvoir aider. Donc, une des causes de sommeil insuffisant, c'est le décalage de phase, comme on l'a évoqué. Maintenant, je vais dire quelques mots quand même de la deuxième cause la plus importante et qui va là donner un sommeil de qualité insuffisante, donc ça va avoir les mêmes résultats, c'est les troubles respiratoires au cours du sommeil. Donc, les TROS, troubles respiratoires obstructifs au cours du sommeil. Alors, les chiffres de prévalence ne sont pas très sûrs parce que finalement, c'est un problème qui a été, je pense, vraiment sous-estimé pendant des années. On dit 1 à 5% des enfants avec des tranches d'âge où c'est un peu plus important. On sait qu'à peu près 5 à 12% des enfants ronflent et que parmi les ronfleurs, il y a 20 à 30% qui ont un syndrome d'apnée obstructive de sommeil. Donc, on considère que ce n'est pas normal pour un enfant de ronfler. Très classiquement, on décrit 3 phénotypes. Donc, le jeune enfant de 3-8 ans, avec notamment les causes ORL ou orthodontiques, les enfants en surpoids qui sont plus à risque, et puis des situations neurologiques génétiques avec des voies aériennes qui sont codifiées. Voilà. Donc ça, c'est les schémas classiques, mais je pense que c'est un petit peu comme le SOS de l'adulte. Pendant un moment, on pensait que c'était que les patients obèses. Maintenant, on sait qu'il y a parfois un enfant qui ne fait pas partie de ces 3 catégories, qui peut avoir un syndrome obstructif sévère. Il y a un autre phénomène qui est intéressant, c'est que probablement qu'il y a une augmentation du nombre d'enfants avec des SOS pour plusieurs raisons. Il y a l'alimentation, c'est vrai que maintenant, une alimentation de plus en plus liquide qui fait qu'au niveau de la mandibule, il y a une hypotonie qui peut favoriser les apnées. L'utilisation abusive des tétines et qui ne va pas aider non plus au développement des voies aériennes supérieures. Et puis les psychomotriciens mettent aussi en avant l'activité physique et la façon de se tenir, qui va également être un facteur aggravant du risque d'apnée du sommeil. Alors, comment traquer le TROS? Donc, de façon assez simple, je pense qu'il faut se poser la question chez ces enfants en difficulté de ronflement, notamment s'ils sont réguliers. Et puis, on peut s'intéresser aussi au sommeil. Alors, chez les plus petits, parfois, les parents sont capables de dire si l'enfant est gêné ou pas pour respirer au cours de la nuit. Après, chez les plus grands, si la question se pose, il faut voir avec eux, leur demander s'ils sont d'accord que les parents viennent voir au cours du sommeil. Parfois, ça peut être intéressant pour nous d'avoir aussi une vidéo. Alors, souvent, les apnées sont plus importantes en fin de nuit, donc il faut plutôt regarder à ce moment-là. Là, je vous ai mis une photo d'un médecin qui a donné son nom à beaucoup de pathologies dans tous les domaines et s'est même interrogé à la pédiatrie, puisqu'il a dit les enfants dont la respiration nocturne est bruyante, ronflante et entrecoupée de pauses ont l'air stupides et des difficultés à répondre à des questions simples. Bon, ça a le mérite d'être clair et percutant, mais ça veut dire qu'il avait déjà à l'époque, lui, fait le lien entre apnée du sommeil et troubles des apprentissages. Bon, c'est le tableau un peu caricatural et pas très flatteur qui représente la partie émergée, je pense, de l'iceberg. Il y a d'autres signes qui sont les signes fréquents dans les apnées, et qui sont les signes diurnes, rarement la fatigue chez les petits, plutôt de l'agitation, de l'irritabilité, une attention labile. Les troubles de croissance, c'est vraiment pour les apnées sévères qu'on va avoir un fléchissement de la courbe de croissance. Pour les patients en surpoids, c'est plus qu'ils ont plus fréquemment des apnées. Et bien sûr, l'examen ORL avec l'hypertrophie des végétations des amygdales ou des voies aériennes étroites. Il faut savoir que maintenant, avec certaines techniques comme l'endoscopie du sommeil, on peut voir que des enfants qui ont un grade 2 au niveau des amygdales, donc pas très sévère, vont avoir au cours du sommeil une hypotonie telle que finalement, ces amygdales peuvent quand même se toucher au moment du sommeil, notamment du sommeil paradoxal. Donc, en résumé, devant un enfant qui a des difficultés scolaires ou qui n'est pas bien à l'école, je pense qu'on peut aborder plusieurs points. As-tu du mal à t'endormir? À quelle heure te lèves-tu le week-end? Donc ça va déjà permettre de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un décalage de phase? Est-ce que l'enfant ronfle? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque de SOS pour les troubles obstructifs au cours du sommeil? Un certain nombre de situations peuvent être gérées avec les ORL et si besoin, nous sommes là pour voir ces familles en consultation et approfondir ces questionnements. Il y a un autre point qui me paraît vraiment fondamental, c'est la prévention. C'est-à-dire que parfois, on arrive avec des situations qui sont vraiment complexes parce qu'elles sont vraiment enquistées. Je pense que expliquer le sommeil comme on l'a fait ici aux enfants, aux parents, est vraiment important pour ne pas arriver à des situations qui sont devenues très, très crispées pour tous. Et là aussi, c'est le rôle
l'Association du don du souffle de proposer des interventions sur ce sujet, que ce soit auprès des familles ou auprès des professionnels de santé. Je vous remercie. Et je vais donner maintenant la parole à Sophie Blin. Et je pense qu'on fera des questions après. On essaiera de répondre à vos questions. Oui, merci. Donc, l'idée, effectivement, aujourd'hui, c'était de compléter cette réflexion par rapport à la communication, par rapport aux problèmes de sommeil, mais pas uniquement, et à orientation en particulier des adolescents. Alors, ce que je vais proposer, c'est, dans un premier temps, on va refaire un petit tableau classique concernant l'adolescence. Donc, simplement pour rappel, que c'est une période de transition. Alors, ça peut sembler un peu évident, mais ça veut dire que c'est aussi une période qui va être une période de transformation, une période de réajustement pour nos jeunes. Et notamment, il y a le point, on sait hein, que l'adolescence, c'est la période de transformation, que ce soit au niveau physique et hormonal. On sait aussi que ça va être donc source de fatigue, de changements sur le plan corporel qui sont plus ou moins bien vécus. On a aussi une période de transition dans le rapport aux autres. Alors, quand on observe sur le plan des grands groupes de mammifères grégaires, on se rend compte que quand les petits deviennent nubiles, deviennent pubères, eh ben, ils vont avoir tendance à s'éloigner de leur groupe d'appartenance et créer des groupes à côté, tout simplement pour éviter la consanguinité. Et c'est un élément, en tout cas, d'éclairage pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les adolescents, quand ils vont grandir, ils vont avoir besoin de s'opposer à leurs parents pour pouvoir s'individualiser, pour pouvoir grandir, mais en même temps, ils vont avoir besoin de faire partie d'un groupe de pairs, c'est-à-dire d'un groupe de jeunes comme eux. Souvent, on entend les parents qui disent « c'est quand même terrible, mon enfant est devenu hyper influençable ». Alors, ce n'est pas vrai, il était déjà très influençable avant, mais comme c'était nous qui les influencions, c'était tout sauf un problème. Maintenant, ce sont d'autres personnes qui les influencent, et ça, c'est un petit peu plus inquiétant. On va voir aussi chez eux à la fois une envie d'autonomisation, mais en même temps une exigence extérieure d'autonomisation, et donc une satisfaction à la fois de se sentir plus responsable de soi, mais aussi ça s'accompagne d'une perte de forme d'insouciance. On entend parfois des jeunes qui disent « mais moi, j'ai pas envie de grandir, j'ai pas envie de devenir adulte ». Et quand on les questionne un peu sur la représentation qu'ils ont du monde d'adulte, bah, les adultes, c'est avoir des problèmes, c'est devoir gérer tout un tas de choses, et au revoir l'insouciance. Les conséquences classiques qu'on va avoir de ces adolescents sur les relations, c'est que déjà, il y a une modification pour beaucoup. Alors bien évidemment, tout ce que je dis, ce sont des informations qui vont concerner certains jeunes, pas forcément tous, mais déjà, il va y avoir potentiellement un changement vis-à-vis des apprentissages. Quand on explique à un enfant de 4, 5, 6 ans que quand même il travaille pour lui, pour son avenir, pour avoir un beau métier, et en fait on se ment vraiment à nous-mêmes parce qu'en réalité l'enfant il rentre et il travaille pour son papa, sa maman, l'instit et tout adulte qui prend soin de lui parce qu'il est tout content de montrer son cahier avec ses bonnes notes. Au fur et à mesure que l'enfant grandit et devient adolescent, eh bien, le sens de faire plaisir à l'autre diminue. Et parfois, il n'y a pas encore le sens de je travaille pour moi, pour me donner des clés pour mon avenir. Et donc, il y a parfois un no man's land dans cette période-là où j'ai plus envie de faire plaisir parce que ça n'a plus de sens pour moi. Et en même temps, je n'ai pas encore endossé la responsabilité de faire quelque chose de ma vie. La deuxième chose qu'on va voir fréquemment, c'est le besoin d'expérience, le besoin de tester des limites. On va avoir des jeunes, alors des fois c'est très constructif, hein, ils montent des projets assez incroyables où ils se mettent beaucoup dans le sport, mais des fois c'est un peu plus inquiétant parce qu'ils vont tester des limites. Qu'est-ce qui a été interdit? Quelle substance on ne m'a pas autorisé à prendre? Quel type de conduite on ne m'a pas autorisé à avoir? Eh ben, je vais tester et je vais voir qu'est-ce que ça produit quand je dépasse les limites. Ce qu'on observe aussi à cet âge, c'est une plus grande fragilité psychique, une plus grande réceptivité émotionnelle. Françoise Dolto, elle parlait du complexe du homard en imaginant effectivement ces adolescents qui perdent leur carapace, mais avant que la carapace d'après durcisse, eh bien, il y a toute une période de grande fragilité. Et on va avoir, tout ça va
être la cause de conflits assez fréquents avec les parents. Alors bien évidemment, quand je dirais les parents, je parle de figures d'autorité, d'adultes référents vis-à-vis du jeune. On a aussi, il ne faut pas oublier, des problèmes spécifiques qui peuvent être en lien effectivement avec l'adolescence. Donc j'en ai mis quelques-uns pour que les professionnels, on ait aussi un petit peu en tête les spécificités de l'âge de l'adolescence. La première chose, c'est que dans toute cette période de transformation, on va avoir, on le voit chez les jeunes, les premières relations amoureuses, les premiers petits copains, petites copines, et ce qui va avec, c'est-à-dire parfois les chagrins d'amour, la rupture, le ghosting, le bashing, le gaslighting. Enfin bref, si vous n'avez pas tout ça en rêve, c'est quand même intéressant d'aller regarder cette nouvelle terminologie. Et ça produit une souffrance importante chez les jeunes. Alors, je le mets très souvent parce qu'on a une représentation parfois que c'est une évidence, qu'on a envie de leur dire, écoute, à 14 ans, c'était quand même un peu attendu que ça ne dure pas ta relation. Mais en fait, on se rend compte que le chagrin d'amour, c'est quand même la 3e cause de suicide chez les jeunes. Alors pourquoi est-ce que ça peut prendre une telle ampleur? C'est parce que les jeunes, alors le chagrin d'amour, on sait que ça fait mal. Quand on en a vécu quelques-uns, on sait qu'on s'en remet. Sauf que pour des jeunes qui sont déjà en fragilité, ils peuvent des fois traverser des périodes extrêmement difficiles. Donc, je donne souvent cette information pour dire, méfions-nous, nous les adultes référents, de ne pas traiter avec une trop grande indifférence ces périodes-là, parce que ça peut être très, très intense et donc potentiellement très problématique pour eux. Une chose aussi importante, c'est la capacité de dissimulation qu'ont ces adolescents, aussi bien de dissimuler leur mal-être, des fois avec des comportements qui sont extrêmement agaçants. Ce serait bien de faire ça, ouais, flemme. Donc ça, c'est le mot bien à la mode en ce moment. Des attitudes qui sont très détachées, un côté mou, un côté on a l'impression qu'on ne les touche pas. Et souvent, ce sont des attitudes qui dissimulent de l'angoisse, des mal-être, et puis aussi la dissimulation de ce qu'on appelle les fonctionnements pompiers. Alors, les fonctionnements pompiers, ce sont les comportements psychiques qu'on peut avoir pour essayer, enfin les comportements qu'on va avoir pour essayer d'éteindre les intensités émotionnelles un peu trop fortes. Ce sont on appelle ça des pompiers, et le pompier, quand il vient pour éteindre le feu, ben, son objectif c'est d'éteindre le feu, c'est pas tellement de savoir s'il va abîmer les posters au mur ou la moquette au sol. Donc, ce sont des comportements qui visent vraiment à apaiser l'intensité émotionnelle. Donc, je vous en ai mis quelques exemples: l'utilisation du cannabis, les troubles du comportement alimentaire, les comportements de scarification. Donc, méfiance, parce que les jeunes sont capables de dissimuler tout ça. Une autre chose qu'on va voir, c'est que les jeunes, ils ont besoin d'avoir des adultes suffisamment stables en face d'eux pour pouvoir rentrer dedans, pour pouvoir s'autonomiser et faire leurs preuves sur le plan individuel. Donc, ils vont avoir tendance à attaquer les parents. Mais si les parents sont perçus comme trop vulnérables ou trop fragiles, le risque, c'est qu'ils retournent l'attaque contre eux. Donc, des comportements d'auto-agressivité. Voilà, on peut voir ça chez les jeunes aussi. On a une clinique aussi de la dépression qui est assez spécifique chez l'adolescent. La dépression chez l'adolescent est parfois plus difficile à repérer parce que, contrairement à l'adulte, il va passer beaucoup plus rapidement d'une humeur à une autre, et il va être plus propice à avoir des passages à l'acte qui sont impulsifs. Donc, on peut avoir des jeunes qui ont l'air d'aller plutôt pas mal et 5 heures après sont vraiment extrêmement mal. Donc, on a parfois tendance à regarder un tableau dépressif calqué sur le modèle adulte, mais chez les adolescents, il y a vraiment cette labilité d'humeur qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et puis en dernier, juste pour rappeler que quand même au moment de l'adolescence, on a parfois l'émergence de tableaux psychiatriques. Donc c'est aussi important de pouvoir les observer d'un peu plus près. En dehors de ça, on a en plus manifestement une augmentation des signes de souffrance chez les jeunes. Des études qui ont été faites notamment en post-Covid
ont pu mettre en lumière qu'on a une augmentation importante. On avait de 8 à 10% des adolescents qui montraient des signes de souffrance psychique. On est monté maintenant de 18 à 20% après le Covid. On a des idées suicidaires qui sont présentes chez plus de 20% d'entre eux. Une augmentation de 40% des tentatives de suicide entre 2018 et 2021 chez les moins de 25 ans et une hausse de 10% des tentatives de suicide chez les moins de 15 ans depuis 10 ans. Donc on se rend compte qu'ils vont plus mal et plus gravement mal sur le plan psychique qu'il y a encore 5 à 10 ans. Alors ce qui va simplement un peu rapidement, qu'est-ce qui fait que ces jeunes vont si mal en ce moment? On a plusieurs sources, plusieurs causes. Il faut quand même rappeler que les enfants et les adolescents sont des éponges émotionnelles sur le mal-être qu'ils peuvent capter chez leurs parents ou dans la société. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment vont les parents, comment vont les adultes qui prennent soin des enfants, les profs, les professionnels de la santé, les parents, et ça va donner aussi un indicateur de comment vont aller les jeunes. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a effectivement différentes choses qui sont passées sur le plan sociétal, et on a un peu enchaîné. Il y a eu une ambiance déjà de crise qui était un peu morose. 2015, les attentats, 2020, le Covid et le confinement. Alors, ça peut sembler éventuellement un peu anodin, mais il ne faut pas oublier que les jeunes, à l'époque, pour nous, adultes, le confinement s'inscrivait comme quelque chose d'un peu ponctuel, mais pour des jeunes qui commençaient à construire les relations sociales, c'est loin d'être anodin. On leur donne l'information que les autres sont potentiellement dangereux et qu'il faut rester confiné à la maison. Dans la construction des schémas sur le plan des relations sociales, c'est loin d'être anodin. Il y a eu ensuite effectivement la guerre en Ukraine, on peut rajouter après au fur et à mesure. Il y a aussi une éco-anxiété qui est grandissante. On explique aux enfants qu'il faut absolument travailler bien à l'école pour avoir un bel avenir. En même temps, on nous explique qu'en 2050, on est tous morts. Et il y a aussi, pour la première fois, un pessimisme économique pour les générations futures. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les parents imaginaient que les enfants auraient un meilleur avenir, qu'on travaillait pour que les enfants aient un meilleur avenir. Et on est à la première génération où on s'inquiète pour les enfants en se disant mais en fait ça ira forcément plus mal pour eux que ça n'a été pour nous. Le tout évidemment avec les smartphones, les mini-ordinateurs, tout le monde chacun dans sa poche, les images illimitées de tout à n'importe quel moment, les réseaux sociaux qui font que les enfants sont H24 en contact potentiellement les uns avec les autres. Et en plus de ça, on va avoir la souffrance psychique qui augmente et donc des professionnels de la santé mentale qui sont aussi saturés en termes de planification. Alors, la raison pour laquelle je vous note tout ça, c'est qu'on est loin d'être uniquement en train de se dire bah oui, l'adolescence, c'est pas facile, c'est la crise d'adolescence. On a quand même un environnement social qui est un peu inquiétant. Alors, on ne va pas rester sur ce constat de désespoir uniquement, on va quand même aller regarder d'un peu plus près comment est-ce qu'on va aider ces adolescents. Et donc, je vous propose 2-3 axes de réflexion qu'on va passer un peu rapidement. La première chose, c'est qu'avec les jeunes, on a tendance à se positionner comme les sachants et eux, les apprenants. Et si on veut communiquer efficacement, ça vaut pour les ados, mais ça vaut absolument pour tout le monde, c'est que pour avoir une bonne communication, la première chose, c'est de savoir écouter. Et l'attitude d'écouter, c'est écouter pour comprendre plutôt qu'écouter pour répondre. Quand on est en discussion, si la personne commence à me parler et que je suis déjà en train de mouliner dans ma tête pour essayer de trouver la meilleure réponse, je loupe la moitié de ce que la personne est en train de me dire. Alors, on pourrait se dire, oui, mais moi, mon ado, je l'écoute, ou oui, mais moi, de toute façon, mes patients jeunes, je les écoute. Et je vous ai simplement mis une petite référence, vous pourrez aller regarder d'un peu plus près, mais monsieur Elias Porter, qui était sociologue, a expliqué qu'il y avait quand même différentes manières d'écouter et que quelquefois, on a l'impression d'écouter, mais notre écoute, elle est déjà très teintée. Donc, il a donné quelques exemples, écoute, jugement. Quand je vais répondre, j'émettrai un jugement, ou de l'interprétation, ou du soutien, dire à quelqu'un, oui, oui, mais tu sais, il ne faut pas t'inquiéter, c'est pas bien grave. Ça s'appelle l'écoute soutien et la personne potentiellement peut ne pas du tout se sentir entendue dans sa difficulté. On va voir aussi l'attitude d'investigation. Donc, c'est une écoute où on est d'abord centré sur les questions qu'on a envie de poser plus que sur le contenu de la personne. Et puis, des écoutes solutions. Tu as un problème, je t'apporte une solution.
Et puis une autre écoute qui s'appelle l'écoute compréhension, l'écoute active. Et l'idée, ça va être de faire silence en soi et faire silence de soi. Silence en soi, ça veut dire que je me rends vraiment disponible pour l'autre. Faire silence de soi, c'est je sors de mon référentiel, de ce qui me semblerait juste à faire là tout de suite, là maintenant. Et dans un premier temps, d'avoir vraiment une écoute active, ouverte et curieuse. Moi, souvent, ce que je dis, c'est ce qui nous manque, c'est la curiosité. Parce que souvent, on me dit, oui, on manque de communication. Mais non, la communication, on en a tout le temps, on communique en permanence. Par contre, on manque parfois de curiosité sur la réalité de l'autre. Raconte-moi ce qui se passe pour toi, raconte-moi comment tu vis les choses, explique-moi ce qui se passe pour toi. Et ce n'est qu'une première étape, puisque parfois, on va quand même devoir prendre en charge, mais c'est une première étape qui est nécessaire. Nécessaire pour l'adolescent, qui va se sentir entendu, considéré, et ça va plutôt favoriser le fait qu'il ait envie d'écouter. Et puis aussi pour l'adulte que nous sommes, parce que quand l'adolescent va nous expliciter ce qui se passe pour lui ou pour elle, c'est là où on va avoir une attitude qui sera la plus ajustée possible. Il y avait un auteur qui disait si j'ai 8 heures pour couper un arbre, eh bien, je vais passer 7 heures à affûter ma hache. Ben, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'écouter ce qui est en train de se passer pour l'autre pour ensuite avoir l'attitude qui sera la plus ajustée possible. Vous avez mis simplement un petit schéma sur lequel on va passer très vite, mais c'est simplement pour dire, quand l'enfant vient au monde, eh bien, on est au maximum de l'autorité, c'est-à-dire qu'on va tout décider pour lui. Et puis, ben, l'autonomie de l'enfant, il est nul. L'idée, c'est qu'à 20 ans, l'enfant soit à 100% d'autonomie et qu'on soit à 0% d'autorité, c'est-à-dire qu'à 20 ans, on n'est plus à décider à la place de l'enfant. Forcément, ça va être quelque chose qui est progressif, puisque eh bien, on estime qu'à 10 ans, l'enfant est censé prendre 50% des décisions qui le concernent et à 15 ans, 75% des décisions qui le concernent. On va passer rapidement, mais je voulais simplement parler un tout petit peu des émotions, puisqu'on va avoir des adolescents qui vont être très en dents de scie au niveau des émotions. Et l'intérêt, ça va être d'aller regarder d'un peu plus près qu'est-ce qui se passe pour eux. Une dimension qui est très fréquente chez les jeunes, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Je vous rappelle simplement que la peur, c'est l'émotion qui émerge quand il va y avoir la perception d'un danger. Le danger, il peut être vrai, et puis il peut être complètement imaginé. Et a priori, on a plutôt tendance à se dire que, enfin, on a plutôt tendance à observer que la plupart des choses qui nous inquiètent, c'est plutôt imaginé, c'est beaucoup plus les histoires qu'on se raconte, bien plus que la situation en elle-même. Le comportement qui va avec la peur, ça va être la fuite. Alors bien sûr, ça peut être la fuite où on part en courant, mais on va voir aussi, c'est là où on va voir des attitudes d'évitement, de dissimulation ou de mensonge, avec des adolescents qui ont déjà une image d'eux-mêmes qui n'est pas extraordinaire, mais aller expliquer que il y a des choses qui l'inquiètent ou qu'il s'est passé des choses mais qu'il a peur d'en parler, c'est là où on va voir effectivement des attitudes éventuellement d'évitement ou de mensonge. Il y a pas mal d'ados qui disent qu'est-ce que je vais en parler à mes parents si c'est pour me faire enguirlander, c'est même pas la peine. La colère, c'est aussi une émotion qu'on va voir beaucoup chez les adolescents dans la nature. La colère, c'est l'émotion qui va nous donner de l'énergie pour défendre nos besoins, nos valeurs. Et c'est ce qui nous permet aussi de repousser des obstacles à notre développement. Alors évidemment, pour les ados, ils peuvent avoir l'impression que les adultes qui cherchent à les protéger et donc qui vont leur mettre les limites sont des obstacles à leur développement. Et c'est ce qui va expliquer aussi qu'on va avoir des comportements de colère, des comportements d'attaque en lien avec la colère. D'où l'intérêt de savoir à quoi sert la colère pour pouvoir mieux y faire face. Et on reviendra effectivement sur ce point-là. La question de la tristesse, c'est lorsqu'il y a perception d'une perte, et les ados, ils vont avoir des pertes en cascade sur notamment tout le domaine de l'enfance qu'ils sentent bien auquel il va falloir renoncer. Mais aussi, ce sont des âges, on parlait de la relation amoureuse et des ruptures qui peuvent être extrêmement douloureuses, mais de la même manière, on peut avoir des chagrins d'amitié qui sont de la même puissance en termes de souffrance quand il y a des soucis particuliers. Et là, de la même manière, c'est vraiment important que les adultes qui écoutent ne banalisent pas ou ne minimisent pas ce qui est en train de se passer pour le jeune.
La joie, je vous l'ai juste mis par information parce que c'est la seule émotion qui nous redonne de l'énergie. Donc, d'aller partager des moments joyeux, c'est bon aussi pour nous, professionnels, pour se requinquer. Donc ça, je vous l'ai juste mis pour information. Évidemment, ces émotions, elles peuvent avoir des impacts importants dans la communication, elles peuvent menacer la relation, elles peuvent entraver la capacité réflexive et surtout, elles vont être contagieuses. Et pour pouvoir ajuster sa communication correctement avec, en lien avec les émotions, eh bien, quand vous allez être face à un ado qui est angoissé, plutôt que de chercher trop rapidement à le rassurer, cherchez à bien explorer avec lui ou avec elle ce qui l'inquiète. Avant de chercher à rassurer, c'est important d'aller explorer ce qui inquiète. De la même manière, quand on a quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est en colère ne s'est jamais calmé parce qu'on lui a demandé de se calmer. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience. Ça a même plutôt tendance à agacer encore plus, mais plutôt de demander à la personne, mais explique-moi ce qui se passe pour toi, je vois bien que ça ne va pas, je vois bien que tu essayes d'en dire quelque chose, explique-moi ce qui te met autant en colère. Et pour la tristesse, laisser la personne exprimer ce qu'elle a perdu. Je vous rappelle juste que être empathique, ça ne veut pas dire adhérer au système de pensée de l'autre. Être empathique, c'est juste de rentrer en résonance avec ce que la personne est en train de vivre. Les émotions ne sont pas stratégiques, on ne fait pas exprès de se mettre en colère, souvent elles sont courtes dans le temps et les reconnaître vont permettre de baisser leur intensité. Je vous ai simplement mis aussi un petit support pour dire que avec les adolescents, il y a une chose qui va être importante, c'est de leur permettre de sortir de leurs opinions ou de sortir de leurs croyances par rapport au monde et de les aider en leur demandant des éléments objectifs. Raconte-moi ce qui s'est passé exactement, explique-moi ce qui se passe pour toi. Ça permet effectivement de revenir dans des éléments de réalité en ce qui les concerne, plutôt que de baigner encore dans les croyances. Peut-être dernière petite diapo, alors c'est aussi bien pour vous que pour les parents que vous allez accompagner. La première chose, ça peut sembler un peu basique, mais on se rappelle que les adolescents, ils sont en très grande fragilité sur le plan de l'image d'eux-mêmes. Et tous disent à quel point ça reste important pour eux que les professionnels, que les adultes, leurs parents énormément, mais aussi leurs professionnels, leur renvoient une image positive d'eux-mêmes. Donc dites-leur que vous les aimez, comme on peut leur dire, en fonction de la place, en tant que parents, on leur dit qu'on les aime, en tant que professionnels, on peut dire qu'on reconnaît chez eux quelque chose de positif dans ce qu'ils font, même si derrière ils font gnouf 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 parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire quand les parents disent qu'ils les aiment, néanmoins c'est très important pour eux, leur dire qu'on est fiers d'eux aussi, ça c'est vraiment quelque chose d'important, et en même temps on rappelle les règles et on maintient le cadre. Et ils vont taper dedans, c'est normal, c'est leur job, mais c'est important aussi de rappeler les règles, de maintenir le cadre. Vous savez, on est tous le seul parent au monde qui empêche l'enfant de rentrer à l'heure qu'il veut, puisqu'évidemment tous les autres parents le permettent, mais c'est pas grave. L'autre chose qui va être importante, et ça notamment c'est important pour les professionnels, quel que soit l'âge de l'adolescent, y compris à 12 ans, c'est de privilégier les postures d'adulte à adulte. Gérard Thiriet disait tout à l'heure, c'est important de donner de l'information aux jeunes. Tu vois, quand il se passe ça au niveau de ton sommeil, ben en fait, ça influe comme ça. Ben, quand on fait ça, c'est une posture d'adulte à adulte plutôt que donner des injonctions. Je vous ai aussi mis juste un petit rappel, c'est que l'ultimatum, quand on pose un ultimatum à un jeune, c'est-à-dire c'est comme ça et c'est pas autrement, on se rappelle que l'ultimatum, on se le pose d'abord à soi-même. On se rappelle que quand les enfants sont petits et qu'on compte jusqu'à 3, on croise les doigts sincèrement pour qu'ils obéissent, parce qu'à 3, on ne sait même pas ce qui va se passer en fait. Donc quand on arrive à 3, on est quand même bien embêté. On valorise au maximum les aspects positifs de l'attitude des ados avant de leur proposer de rééquilibrer les comportements. C'est toujours plus facile de s'entendre dire, bah oui, toi, ta force, c'est l'intérêt que tu portes à tes amis, parce que c'est hyper important de passer du temps avec les amis. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ta vigilance, ça va être de protéger ton sommeil. Et ça sera plus facile à entendre, et notamment de rétablir
des comportements derrière. Donc, toi, ta force, c'est le lien avec les amis. C'est très important d'être disponible pour tes potes ou pour tes copines. C'est pour ça que tu as envie de discuter avec eux longtemps. Mais par contre, ta vigilance, ça va être d'être attentive à ton sommeil. Et donc, tes écrans, ce serait vraiment bien qu'ils puissent être en dehors de ta chambre à partir d'une certaine heure. Bon, là, ça concerne plutôt en famille, hein, adapter les activités pour rejoindre les centres d'intérêt des jeunes au lieu de leur demander de se caler sur les centres d'intérêt qu'on avait avant ou les activités d'avant. Très important aussi de s'informer avant d'aborder les sujets sensibles, de savoir un peu ce qui se passe à leur âge en réalité. Hein, quand on parlait de comment on aborde par exemple des sujets sensibles comme la pornographie, c'est quand même important. Puisqu'on a parfois la représentation que nos enfants, évidemment, sont ceux qui sont complètement épargnés par ça. Mais c'est important de s'informer sur les sujets avant d'aborder avec eux. Montrer l'exemple est absolument fondamental. Ça ne sert à rien de demander à des jeunes d'enlever leurs écrans alors que le premier geste qu'on fait quand on arrive sur la table de la salle à manger, c'est de poser notre téléphone portable sur la table. Juste entre parenthèses, quand on pose un téléphone portable sur une table, quand on va passer du temps avec quelqu'un, c'est qu'on donne l'information à l'autre. Tu es secondaire par rapport à mon téléphone. Et ce qui est aussi important, c'est de donner la possibilité aux jeunes de se tourner vers d'autres adultes de confiance, d'où l'importance des professionnels et d'où l'importance pour nous, les professionnels, d'empoigner cette relation-là avec les jeunes, de ne pas hésiter aussi à transmettre vers d'autres professionnels pour leur permettre d'avoir un réseau d'adultes de confiance vers lesquels ils peuvent se tourner en cas de besoin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces 2 présentations. Est-ce que parmi les gens qui nous regardent, certains ont des questions à poser aux intervenants? Alors pour l'instant, je n'en vois pas. On a Ingrid Daon qui nous dit « C'était très intéressant, mais un peu rapide. » Une question éventuelle pour Sophie, en attendant que les questions arrivent. Donc, c'est justement dans l'entretien qu'on va avoir avec les adolescents. C'est souvent ces situations, notamment avec des ados, c'est souvent on sent une bonne tension entre les parents et l'enfant. Est-ce qu'on a intérêt à faire sortir les parents voilà, on a parfois l'impression que de toute façon, dès que l'enfant va dire dès que le parent va dire quelque chose, l'enfant n'importe quoi. Voilà, donc est-ce que et à quel âge finalement on peut faire sortir les parents? Comment faire ça en consultation? Alors, je ne sais pas quel est le temps qui peut être donné en consultation avec les adolescents. Moi, ce que je fais systématiquement, c'est que je propose un premier temps conjoint avec les parents et le jeune. Et de toute façon, je préviens qu'il y aura forcément un temps où je vais être seule avec le jeune. Alors, moi, c'est un peu différent parce que je suis sur des formats de consultation d'1 heure. Donc, c'est peut-être, voilà, en général, je dis les 10 premières minutes avec les parents et puis les 10 dernières minutes avec les parents aussi. Après, ça peut s'adapter. Il y a effectivement, pour moi, un très grand intérêt à avoir le jeune ou la jeune seule. Et en général, le parent, quand il va être là au départ, va dire quelque chose de sa réalité à lui. Et en fait, quand le parent va sortir, donc je propose aux parents de sortir, d'avoir un temps seul, et je vais dire, la première question que je pose aux jeunes, c'est bon, dans ce qu'il vient de se dire, avec quoi tu es d'accord et avec quoi tu n'es pas d'accord. Et donc, ça lui permet, déjà moi, ça me permet de savoir comment il se cale. Est-ce qu'il dit là-dessus, elle a raison, mais par contre, là-dessus, non, je ne suis pas d'accord, elle n'a pas raison. Et ensuite, je vais effectivement laisser la parole aux jeunes en disant, par rapport à cette situation, est-ce que toi, tu as des choses que tu voudrais me dire en plus? Est-ce qu'il y a des choses complémentaires? Finalement, toi, comment tu vis les choses? Est-ce que pour toi, c'est difficile ou pas? Donc oui, il y a tout intérêt, effectivement. En tout cas, pour moi, je vois un très grand intérêt, effectivement, à faire sortir le parent. Parce qu'aussi, ça me permet de vraiment de remettre en place la position d'adulte à adulte, parce que souvent, surtout s'il y a un peu tendu avec les parents, on va voir un profil de discussion. Le parent qui se met en parent anxieux, donc qui essaie d'être un peu en train de mettre les limites, et le jeune qui se met en enfant rebelle en face. Et le problème, c'est que dans une discussion, quand on a un enfant rebelle, c'est très difficile d'avoir une discussion. C'est comme quand on a une table de réunion et puis qu'il y en a un qui est systématiquement pas d'accord.
C'est quand même vraiment difficile d'avoir quelque chose de constructif. Donc oui, et puis souvent c'est très intéressant parce qu'on peut avoir vraiment un jeune qui change complètement d'attitude, qui parle, qui fait des très belles phrases, qui s'exprime très très bien vis-à-vis de lui-même, alors qu'avant c'était très, très difficile de comprendre le quart du tiers de ce qu'il disait, tellement c'était crispé. Merci beaucoup. Alors, nous avons une question. Est-ce que les centres du sommeil proposent tous des consultations pour ados en décalage de phase avec un fort retentissement sur leur scolarité? Alors, pour le centre Ellipse, je peux vous le dire, oui, du coup. Donc, nous avons le professeur Thiriet qui fait les consultations sommeil des enfants de tous âges. Prochainement, nous aurons aussi le docteur Sultana qui va rejoindre l'équipe, qui est aussi pédiatre et médecin du sommeil. Vous avez aussi au centre au CHU, chez Hubert Bourdin. Ils font aussi le sommeil des enfants, même si ils ont déjà beaucoup de travail. Pour ce qui est des autres centres du sommeil, alors je les connais pas tous. De mémoire, je crois qu'à Trévenant, Isabelle Guy fait pas beaucoup du sommeil d'enfant. Dijon, je ne connais pas. Je sais pas si. Je connais bien sur les apnées du sommeil, ils sont assez très actifs sur les apnées du sommeil, mais sur les autres, sur le décalage de phase. Ok. En sachant qu'avec un diplôme de médecine du sommeil, on a tous une formation de base aux troubles du rythme circadien. Après, par contre, ça va dépendre évidemment de la pratique qu'on en a et de l'expérience. Ensuite, question suivante. Dans quelle mesure les troubles du sommeil de l'adolescent ont un lien éventuel avec les phobies scolaires? Alors, il peut y avoir une relation de cause et une relation d'effet. Les troubles du sommeil générant de la fatigue, on peut avoir des jeunes qui sont de plus en plus en difficulté avec non seulement les apprentissages, mais aussi une plus grande porosité à ce qui se passe sur le plan relationnel dans la cour de récréation ou les réflexions qu'on peut leur faire. Donc on peut avoir aussi bien des causes, mais aussi des conséquences, c'est-à-dire quand on commence à être extrêmement anxieux à l'idée d'aller à l'école, on va avoir bien du mal à s'endormir la veille au soir. Si la phobie est plutôt une cause, on va avoir une amélioration du sommeil pendant les week-ends ou pendant les périodes scolaires. Hem, voilà, ça peut permettre un peu de faire un différentiel entre les 2. Du coup, ça rejoint un petit peu la question suivante. À partir de quel moment s'inquiéter lorsqu'il y a des troubles du sommeil associés à de l'anxiété? Tout dépend, oui, de ce qu'on appelle s'inquiéter. Je pense que de toute façon, dans tous ces cas, il faut s'inquiéter, que ce soit pour les troubles du sommeil ou pour l'anxiété. Donc, après, je ne sais pas très bien ce qu'on entend à partir de quel moment s'inquiéter. Est-ce que c'est Oui, c'est à quel moment peut-être il Merci, faut Ajana. consulter ou passer la main des professionnels. Après, moi j'ai tendance à dire, c'est quand on voit que ça dure effectivement dans le temps et quand on voit des répercussions sur la qualité, la possibilité des apprentissages ou sur la vie sociale ou autre. Mais ça va être le côté chronique aussi qui peut être un peu inquiétant. C'est pas la même chose d'avoir du mal à s'endormir parce qu'on a un DS le lendemain que d'avoir systématiquement du mal à s'endormir à l'idée d'aller en cours. Et je crois d'ailleurs qu'une des difficultés par rapport aux troubles de sommeil de l'enfant, c'est que dans des années, on a beaucoup banalisé ces troubles-là, notamment chez le nourrisson. L'insomnie du nourrisson, c'est très banalisé. Justement, parfois, personne ne s'inquiète alors que la famille et les parents sont à bout. Voilà, donc, je pense qu'effectivement, on ne s'est pas beaucoup préoccupé du sommeil de l'enfant pendant longtemps et je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute. Si les parents en parlent en consultation, c'est déjà un signe inquiétant parce que dans les enquêtes, dans certaines études, on voit bien que les parents n'osent pas parler des troubles de sommeil, notamment des petits, pensant que c'est une variante de la normale. Donc déjà, à partir du moment où eux-mêmes l'abordent, je pense qu'il faut se dire que les parents sont en difficulté. Donc, alors moi, ce que je conseille toujours dans ces cas-là, c'est
si les parents l'abordent, de leur proposer un créneau de consultation spécifique pour faire le point sur le sommeil. Parce que c'est souvent en fin de consultation, on n'a pas le temps d'en discuter. Du coup, c'est l'occasion aussi de vous dire que au Don du Souffle, nous avons aussi un psychologue, Florian Bougot, qui propose des ateliers de gestion émotionnelle. Je pense que ça fait aussi partie de votre pratique. Oui, Ouais. oui, bien sûr. Alors, quels sont les signes qui permettent de dire qu'un enfant a son compte de sommeil? Alors, c'est vrai que les signes de carence de sommeil ne sont pas toujours évidents chez l'enfant, notamment chez les plus petits. Donc, pour les plus grands, ça va être plus clair, sans s'endormir au cours de la journée, la somnolence. Chez les petits, ça va être plutôt de l'irritabilité. Donc, ça va être vraiment l'inverse de ça. C'est-à-dire que même un enfant qui ronfle, par exemple, mais qui est très bien à l'école, qui a une bonne attention, voilà, tous les enfants qui ronflent, par exemple, ne nécessitent pas d'explorer leur sommeil. Et parfois en consultation, quand on a un enfant qui est en parfaite santé, un bon développement, qui est bien dans sa peau, parfois on dit bah non, vous savez que c'est un point de vigilance. Si jamais à un moment vous avez l'impression qu'il y a un changement de comportement, à ce moment-là, on explore. C'est vrai que c'est vraiment le négatif. Tout va bien. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème sévère, en tout cas, de sommeil. On a une question en anglais. L'explication de décalage de phase en corrélation avec la pression, j'imagine la pression de sommeil. Donc ça devait être dans le diaporama de Gérard. L'explication, je pense, c'est quand il y a une différence entre la pression de sommeil, le temps depuis lequel on n'a pas dormi, et puis l'horloge interne. Voilà, oui, c'était censé être représenté effectivement par le schéma qui montre que la différence entre la pression de sommeil et le cycle circadien de l'éveil doit être au maximum pour qu'on ait envie de dormir, et qu'effectivement, si on n'a pas atteint cette pression de sommeil parce que on s'est levé tard ou parce qu'on a fait une sieste dans l'après-midi, parfois, effectivement, tant que ce différentiel entre pression de sommeil et, éveil n'est pas assez important, ben, on ne va pas ressentir ce besoin de sommeil. Donc, ça va être très compliqué de s'endormir dans ce cas-là. Alors du coup, deuxième question en anglais. Comment savoir si il y a un décalage de phase anormal? Donc ça, pour tout ce qui est décalage de phase, c'est clinique. Il n'y a pas nécessité d'examen. Globalement, ça va être à partir du moment où il y a un retentissement sur la journée, avec des gens qui vont avoir du mal à s'endormir quand ils devraient dormir, du mal à se réveiller quand ils devraient se réveiller, et être en fait en décalage entre leurs horaires idéaux de sommeil et le rythme qu'ils ont dans leur vie professionnelle ou sociale. Le seul examen qui peut être parfois intéressant pour justement mieux objectiver les choses, c'est l'agenda de sommeil. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut leur faire un agenda de sommeil sur 15 jours. Et là, ça va être très visuel. C'est un bon outil aussi pédagogique. S'ils voient que tous les week-ends, systématiquement, il y a un décalage important, on va pouvoir se donner comme objectif de réduire ce décalage et puis éventuellement de récupérer un sommeil plus précoce. Alors, que faire, que proposer si anxiété, même si pas d'école? Trouble du sommeil dès le plus jeune âge, justement, pour l'enfant auquel je pense. Accompagnement psychologique déjà présent, mais ne semble pas suffisant. Bien, moi, j'aurais envie de dire, peut-être il faut investiguer sur les troubles du sommeil. Je ne sais pas quelle investigation il y a déjà eu sur le plan médical. Je ne sais pas si l'investigation a été faite jusqu'au bout avec des centres référents. Mais enfin, c'est vrai que tout ce qui est sommeil en lien avec l'anxiété, les deux sont corrélés. C'est des fois difficile de savoir ce qui est à l'origine de quoi. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment essayer de continuer à investiguer, peut-être investiguer sur le plan médical, physiologique, voir peut-être aussi sur est-ce qu'il y a un profil particulier par rapport à l'enfant au niveau neuropsychodéveloppement.
Voilà, et puis quand il y a des accompagnements psychologiques aussi, ne pas, alors s'il y a un accompagnement psychologique d'un certain type, quelquefois ça vaut le coup de faire, pas une rotation de molécules, mais une rotation de thérapeutes parce que, les différents types d'approches peuvent être complémentaires. Bon, donc je sais pas si, une autre approche sur le plan psychologique, certains accompagnements fonctionnent très bien dans certaines situations et beaucoup moins dans l'autre. Donc, c'est un peu vague comme réponse, mais pour le coup, Alors, on a une question, parfait. une question sur la prise de mélatonine, efficacité, durée de traitement, etc. Bah là, je pense que ça va dépendre de pourquoi. Et J'imagine que là, c'était peut-être un rapport effectivement avec le décalage de phase. Donc, en général, ce sont des très petites doses, hein, c'est 0,5 à 1 mg de mélatonine qui est donné vers 17h, 18h, donc assez tôt, ce qui va simplement aider. En général, c'est vrai qu'on part souvent pour des traitements d'au moins 2-3 mois avant de ensuite essayer d'arrêter le traitement si les choses se sont recalées. Et que, voilà. Après, je pense que c'est toujours important de travailler quand même les aspects comportementaux avant de traiter. Si on a le traitement rapide, ben on a des situations aussi où on a introduit un traitement qu'on a du mal à arrêter ensuite. Donc, je pense que ça ne doit pas être prescrit de façon trop rapide, mais ça doit être bien indiqué pour ne pas se retrouver dans un cercle vicieux. Alors, c'est pas un somnifère, mais voilà, c'est un petit peu une béquille quand même. alors, et puis du coup, ce sera la dernière ou deux dernières questions. Alors, peut-il y avoir un syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant en l'absence de ronflement? Si autre symptôme présent, peut-on le suspecter? Oui, bien sûr, il peut y avoir un syndrome d'apnée du sommeil sans ronflement. Donc là, ça va être vraiment plus la clinique, savoir quelle est ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil. Est-ce que l'enfant est couché à une heure raisonnable? Est-ce qu'il a les bonnes conditions d'endormissement? Voir combien de temps il dort au cours de la nuit? Est-ce qu'il se réveille au cours de la nuit? C'est vraiment la clinique qui va, si on a éliminé toute autre cause d'un sommeil insuffisant, après, effectivement, on va explorer et que l'enfant a une fatigue manifeste ou une irritation, s'il y a des signes cliniques évidents, on va à ce moment-là aller plus loin et proposer en général une polygraphie ou une polysonographie pour vraiment objectiver les difficultés respiratoires. Donc ça, bien sûr, j'ai parlé du ronflement parce que c'était un signe rapide à dépister en consultation, mais devant un enfant qui a une fatigue inexpliquée, à ce moment-là, il faut faire une polygraphie pour voir comment se passe le sommeil. Pardon. Et du coup, la dernière question, peut-il y avoir une amélioration du TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, grâce à une action sur les paramètres du sommeil, quantité, régularité, qualité, chez l'adolescent? Alors, je peux déjà répondre parce que je m'étais déjà intéressé un peu à la question. La réponse est oui. Le sommeil joue beaucoup sur le TDAH, que ce soit sur les symptômes et sur tout ce qui peut accompagner l'anxiété, l'irritabilité, l'impulsivité. Et plus le sommeil sera régulier et en quantité suffisante, qui est très souvent sous-estimé d'ailleurs à l'adolescence, plus on peut avoir une amélioration potentielle des symptômes. Après, je vais te laisser développer. Non, c'est vrai on sait que les enfants qui ont un TDAH ont plus de troubles de sommeil aussi. Alors, mais c'est évident que justement, parfois, c'est un peu compliqué de faire la différence entre un enfant qui a des troubles de l'attention, TDAH ou pas TDAH. Et donc, de plus en plus, les centres qui font des bilans de TDAH envoient d'ailleurs pour une exploration du sommeil pour s'assurer que ce n'est pas des difficultés d'attention qui sont liées à un sommeil de mauvaise qualité avant de poser le diagnostic de TDAH. Oui, complètement d'accord. Et d'ailleurs, plus généralement, dans ce qui va être du TDAH, moi, souvent, ce que je dis aux jeunes, c'est
ok, c'est pas de chance parce que ça demande une discipline que d'autres n'ont pas à s'appliquer, mais sur ce qui va concerner l'hygiène de vie, c'est effectivement absolument fondamental de faire attention au sommeil, à l'alimentation, voilà, tout ce qui va être hygiène de vie, c'est extrêmement important. Bien, je vous remercie aux spectateurs et aux intervenants. Nous vous souhaitons une bonne journée. La vidéo sera en replay d'ici 1 à 2 semaines. Au niveau du diaporama, il y avait la question, je ne sais pas s'ils seront transmis ou pas. Bah, sans problème, dedans. Voilà, ils seront dedans. Un dernier mot? Merci beaucoup à tous. Puis on est à votre disposition pour des questions ou pour voir des patients qui seraient dans ces situations.